Déjà, merci aux ordinateurs de me laisser cette tribune pour parler un petit peu d'intelligence artificielle, notamment pour le cas Zadig et Voltaire. Donc, Zadig et Voltaire, c'est une société qui croit à fond, je pense, aujourd'hui à ses enjeux et qui nous a laissé l'opportunité d'avoir un budget, d'avoir des capacités pour mettre en place des systèmes agentiques. Et donc l'objet de ma présentation, c'était de partager un petit peu ces retours d'expérience au bout maintenant je dirais, 2 ans d'expertise dessus. Et d'éviter finalement les enjeux, je dirais, de marketing qu'il y a derrière l'IA et qui peuvent biaiser, je pense, le signal. L'objet de ma présentation, c'est plus de prendre du recul et d'essayer de voilà, partager des insights aussi plus généraux. Et une première chose que je vais pouvoir remonter par rapport à ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie dimension de taille qui a une importance sur l'IA. Des entreprises qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir des énormes volumes de développeurs et d'ingénieurs pour arriver à produire des choses concrètes qui arrivent en production, aussi bien pour prototyper des projets, mais aussi pour aller directement sur des enjeux business assez impactants. Ce qui a à retenir en fait globalement sur les infos que j'ai à vous partager, c'est surtout que l'IA elle est en accélération continue et c'est documenté par des chiffres que je vous présente ici. Et je pense que dans le domaine de l'ingénierie, il n'y a pas de surprise. Pour nous maintenant, ça fait je pense au moins 1 an ou 2 que tout le monde a bien compris que notre métier avait changé. Et ce qu'on constate et qui est intéressant, c'est que ça dépasse maintenant largement notre secteur et que ça vient aussi rejoindre d'autres domaines comme les mathématiques. Qui jusqu'à présent se sentaient peut-être un petit peu à l'abri des changements que pouvait représenter l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des benchmarks qui ont été conçus et qui ont peu évolué et qui montrent clairement que les modèles les plus avancés, donc les frontières, sont capables de les remplir et de répondre aux exigences de ces benchmarks, ce qui indique clairement que n'importe quelle personne ou développeur dans son domaine d'expertise n'a plus vocation à être comparable en termes de qualité et en termes de développement produit. Donc en gros, on est dépassé finalement par les capacités techniques qu'on pourrait nous-mêmes essayer d'inculquer dans des projets techniques. L'IA surpasse les classements et donc on arrive au stade où on peut les intégrer en frontière sans crainte d'avoir des problèmes techniques. L'autre paradigme qui a changé récemment, c'est également l'approche one-to-one, c'est-à-dire que pendant longtemps et pendant très longtemps, on a eu une approche où un développeur avait tendance à travailler avec un agent et Claude Code a apporté des choses là-dessus et la communauté open source dans le domaine agentique également, en permettant en fait de paralyser les sessions, de paralyser les agents et d'être plutôt dans une organisation multicanal et une capacité finalement à pouvoir très rapidement automatiser des choses et fluidifier les développements. Donc ça se ressent également sur GitHub avec une explosion aujourd'hui des commits et des développements qui ont été réalisés ces derniers mois. Ça peut poser question, il y a des gens qui diront qu'effectivement c'est problématique, d'autres qui seront d'avis que c'est plutôt une bonne chose. Dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que le manque, la pénurie qu'on pouvait avoir en tout cas en termes de développement s'efface aujourd'hui. Et donc on est plus sur des enjeux non pas de quantité, mais plus de qualité. Et donc c'est là-dessus que va se concentrer la valeur aujourd'hui, sur la qualité du code qui va être produit et la qualité du rendu dans un développement qui effectivement aura tendance à s'automatiser de plus en plus. Pour la plupart d'entre vous qui font, voilà, je pense que vous faites du développement, si vous êtes arrivé à un stade de semi-automatisation, c'est plutôt normal en 2026. Si vous êtes en autonomie totale, sachez qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui le sont déjà. En tout cas dans les entreprises lab type Mistral, Anthropic, et j'en parlerai juste après. Concernant l'aspect économique aussi, on a tendance aussi à beaucoup remonter le fait que l'IA coûte cher. Alors au niveau hardware, oui. L'IA coûte très cher, vos téléphones portables vont coûter plus cher, vos ordinateurs vont coûter plus cher, tout ce qu'on paye en termes informatiques va coûter plus cher. Par contre, l'inférence, elle, en fait, elle est en chute libre. Et en réalité, l'IA coûte beaucoup moins cher qu'il y a 3 ans. Donc on a une répercussion finalement, effectivement, les coûts hardware sont énormes, mais en réalité, le coût de l'intelligence, lui, baisse.
Donc c'est intéressant. C'est pas forcément applicable pour les modèles frontières qui sont très chers. Si demain vous lancez un Opus 4.8 ou un GPT 5.5, on va avoir des coûts effectivement qui vont être assez importants, mais c'est des modèles qui sont faits pour penser et réfléchir à des problèmes complexes. Par contre, les plus petits modèles, eux, coûtent effectivement moins cher, et c'est intéressant parce que pour les entreprises aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. On a besoin de modèles qui sont déterministes, qui remplissent des tâches simples. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, et ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Et évidemment, la progression et l'avancement font que les modèles frontières d'aujourd'hui seront les petits modèles de demain. Et donc c'est aussi une bonne nouvelle pour finalement l'approche aussi d'ownership qu'on pourra avoir par rapport à l'IA, de travailler avec des IA qui sont open source et qui répondent à des besoins pour les entreprises. Par rapport du coup à cette partie automatisation dont je parlais, aujourd'hui 80% du code chez Anthropic est développé par Claude, sachant que pour Claude Code c'est 100%, donc il n'y a plus du tout d'humains qui interviennent dans la chaîne au niveau du développement. Pour Google, et c'est une stat aussi intéressante, c'est 75%. 75% c'est pour le nouveau code qui est produit. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que pour du code, pour des entreprises qui ont déjà du code en production, ça peut être plus compliqué, et il y a des enjeux aussi de compréhension pour les modèles du code existant. Le code qui a été produit par des humains par définition est moins qualitatif, donc c'est plus compliqué d'avoir des résultats aussi intéressants que si on part from scratch finalement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lancer un projet from scratch, mais souvent la qualité du code rendu final sera largement supérieure au fait de lancer sur un projet existant, parce que fondamentalement, il y a simplement des choix techniques d'architecture qui ont été faits et qui sont pénalisants dans le cadre des développements. Donc l'IA aussi amène cette qualité d'architecture et d'extensibilité qui permet, quand c'est bien cadré évidemment, d'avoir des résultats très bons. Et après, voilà, il y a 70% des dirigeants qui disent faire tourner des agents en prod. Sinon, j'étais aussi à l'AI Summit donc de Mistral le mois dernier, et j'ai eu quelques infos qui étaient intéressantes. Déjà, il ne faut pas considérer que la course en Europe est terminée. Mistral a abandonné l'idée de sortir un modèle frontière. Ce n'est pas du tout dans les corps de cette entreprise, même si elle a des moyens. Elle n'a pas vocation à aller concurrencer les entreprises américaines ou chinoises. Mais par contre, elle a compris quelque chose d'assez intéressant, et je voulais vous partager aussi, c'est qu'aujourd'hui, des petits modèles font très bien le travail et sont tout à fait viables pour répondre à des enjeux d'entreprise. Et c'est donc ce qu'ils ont compris, et c'est ce qu'ils font. Et donc, ils produisent et mettent à disposition des modèles qui sont à la fois open source pour la communauté de développement dans le domaine, mais aussi des modèles plus spécialisés qui sont complètement adaptables. Et ils ne vont pas du tout miser sur le chat, qui est le produit qu'on connaît, mais qui a vocation à être sur un marché B2C. Ils sont vraiment sur le B2B, et sur le B2B de l'intégration de l'IA dans les entreprises. Donc avec une capacité à mettre de l'IA dans les organisations humaines pour finalement simplifier et augmenter l'efficacité des personnes. Et donc après, ce qu'on peut voir au niveau des stats, effectivement, c'est que simplement au niveau de l'intensité, il y a effectivement moins d'heures qui sont passées en Europe au quotidien avec de l'IA. Donc c'est un enjeu pour les prochaines années, pour qu'il y ait finalement un véritable engagement au niveau européen. Est-ce que ces IA soient exploitées et utilisées, comparé notamment aux États-Unis. Par rapport au terrain et donc à Zadig et Voltaire, donc rapidement, Zadig et Voltaire, c'est 3 développeurs, 15 pays et 12 millions de pages vues par mois. C'est une marque qui aujourd'hui s'en sort bien, qui historiquement a la chance de pouvoir se rénover, se réinventer. Et on a la chance aussi surtout d'avoir les mains libres. Donc je n'ai pas précisé vraiment sur cet aspect, mais on n'est effectivement que 3 développeurs, et on a un scope assez large puisqu'on couvre le monde pour Zadig et Voltaire au digital. Et donc ce que ça signifie d'intégrer de l'IA en n'ayant pas trop de limites de budget, c'est les chiffres que je vous montre là. Donc c'est l'équivalent d'une équipe de 10 personnes à peu près, sachant que là il n'y a pas mes stats à moi, donc il n'y a pas mes devs, il n'y a pas ce que je fais, c'est juste mon équipe. Si vous me rajoutez moi, ça double à peu près ces chiffres. Donc le point aussi important à avoir en tête, c'est que c'est une équipe qui est expérimentée.
Et donc, comme elle est expérimentée, elle scale assez fort. Et c'est parce qu'elle est expérimentée qu'elle est en capacité d'avoir ces résultats. Donc là, c'est un graphe qui est sur 24 mois. On peut voir, du coup, au début du mois de juin de 2024, qu'on a une augmentation. Enfin, voilà, c'est assez linéaire. Et l'augmentation, elle va se faire sentir notamment à partir de la sortie du modèle Opus 4.6, qui a vraiment révolutionné finalement notre manière de travailler. Puis après, c'est aussi la manière nous-mêmes de notre intégration qui a évolué et qui s'est adaptée et qui nous a permis d'étendre au final notre capacité de production sans perdre en qualité, avec aucun bug en production et une refonte complète du site de Zadig qui a eu lieu en 6 mois avec 3 développeurs. Donc enfin, un espace de temps extrêmement réduit et en impliquant aujourd'hui une centaine de personnes, mais derrière il n'y avait que 3 développeurs. Voilà, donc, ça donne une petite idée sur l'impact technique de l'IA aujourd'hui, quand justement on a des budgets. Et donc aujourd'hui, mon point notamment, c'est que j'arrive à une situation où le backlog que j'ai tend à se réduire. Donc finalement, les sujets qui devaient être traités le sont. Il n'y a plus de projets qui sont en retard, il n'y a plus de projets qui sont mis en arrière, repoussés dans le temps. On n'a plus ces problématiques-là. Donc moi, mon enjeu aujourd'hui, effectivement, ça va être d'étendre les capacités de Zadig Voltaire à finalement verticaliser l'IA de manière à ce qu'elle puisse servir dans d'autres domaines, pas qu'au digital. Donc mon métier personnellement évolue et j'ai tendance aujourd'hui à pouvoir répondre à des besoins au niveau du retail, au niveau de la supply chain, au niveau de la comptabilité, et donc à être un véritable intégrateur IA et plus simplement je dirais un directeur technique digital classique du e-commerce qui fait des développements sur Magento. Et donc c'est aussi ça que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai cette opportunité de pouvoir permettre à Zadig et Voltaire de se réapproprier des outils, de verticaliser ses besoins et d'avoir des IA qui sont finalement à son service. Mais c'est aussi un enjeu de survie, parce que si je ne le fais pas, fondamentalement, à la fin du mois, il n'y a pas de travail. Donc l'enjeu se situe aussi là, sur cette capacité finalement à étendre et à être en capacité de répondre aux besoins métiers dans le temps. Et un des principaux sujets qui a pu être automatisé concerne notamment les sujets les plus rébarbatifs, et je pense notamment à la sécurité. Donc là, quelques stats, mais globalement, ça va être la sécurité et la qualité du code, qui globalement sont aujourd'hui totalement automatisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le code en production Zadig Voltaire ne contient aucune faille de sécurité et est monitoré tout le temps, de manière à ce que, même si demain il y a une faille critique majeure qui est découverte, il y ait une merge request qui soit directement postée avec un ticket, etc., qui permet du coup de couvrir l'intégralité de nos activités sans craindre une faille de sécurité. Après, on a aussi la code review qui est vitale et qui est essentielle, parce que vu que le flux et les pipelines sont beaucoup plus impactantes en termes de quantité, les gates en fait, les plus importants vont être sur la qualité. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à être extrêmement qualitatif sur le rendu que vont fournir mes équipes, et donc d'avoir un très haut niveau d'exigence sur la qualité du code produit, avec notamment beaucoup de règles qui permettent d'encadrer les développements et d'être en capacité d'automatiser et de semi-automatiser ces développements. Donc aujourd'hui, 100% du code, effectivement, n'est plus produit par des humains chez Zadig et Voltaire. Au niveau du digital, du service digital, l'intégralité du code est développée aujourd'hui avec Claude Code. On a un peu switché, évidemment, en fonction des benchmarks entre Codex et Claude. Sachant qu'effectivement, il y a aujourd'hui maintenant une certaine cohérence au niveau du harness au global, qui fait qu'en gros, si on fait une configuration sur Claude, elle peut facilement être embarquée aussi sur Codex, avec les skills, avec les fichiers MD qui vont bien et qui permettent aujourd'hui d'avoir une interopérabilité pour passer d'un modèle à un autre, parce que les modèles frontières sont quand même essentiels pour réussir à développer aujourd'hui des fonctionnalités avancées et rapidement. Et après, je pense que ça vient questionner certaines méthodes, notamment la méthode agile, parce que historiquement, on a toujours eu pour habitude dans les organisations de travailler de manière itérative, avec pour objectif de finalement y aller étape par étape. Je pense que le métier a été très très habitué à ça.
aussi, ça remet en question des années de paradigme sur la manière de faire des projets. Mais en fait, l'IA et même de manière générale, les choix techniques dépendent essentiellement de la cible. Donc c'est extrêmement important de cibler le besoin final. Et donc il y a un énorme travail à définir finalement, donc le definition of ready, à être en capacité de comprendre le besoin métier. Et de par cette compréhension du besoin métier, même si on ne va pas au bout du sujet, au moins on a une base et une architecture qui va être clean et qui va être extensible. Par contre, si on pense de manière itérative et qu'on se dit je vais commencer petit et je vais avancer au fur et à mesure, là on se prive de l'intelligence que pourrait avoir un modèle frontière aujourd'hui pour justement penser à tous les enjeux, tout en ayant évidemment beaucoup de fonctionnalités type feature flipping, etc., mais qui permettent justement de donner la main au métier, de ne pas tout mettre en prod tout le temps, de manière, il faut garder le contrôle là-dessus. Donc en fait, c'est beaucoup, chez nous en tout cas, une évaluation du besoin qui est extrêmement avancée. On prend du temps au niveau des tickets et on s'assure qu'on n'oublie rien dans le but d'aller jusqu'au bout du projet. Après, il y a d'autres choses qui ont changé, notamment, et on se dirige clairement vers ça, c'est la fin du back-office. Le back-office est en voie d'extinction et va mourir inévitablement pour plein de raisons, mais tout simplement parce que les dashboards, même si aujourd'hui sont très simples à produire, les dashboards ne sont pas activables. C'est-à-dire que ce n'est pas un dashboard qui va déclencher une action au niveau d'un agent. Voilà. Donc l'enjeu, ça va plutôt être de connecter les CLI, connecter les API, connecter les MCP, de évidemment donner la main aux métiers et aux équipes de manière générale pour qu'elles aient la capacité à avoir des agents, même s'ils sont faibles d'ailleurs, enfin faibles, je veux dire, il n'y a pas besoin de modèles frontières comme je disais, des petits modèles. Aujourd'hui, juste avec ces connecteurs, peuvent tout à fait répondre aux besoins métiers qui sont assez basiques et simples finalement. D'où l'idée de ne pas non plus s'attarder sur les benchmarks, c'est pas un énorme enjeu. L'enjeu, c'est plutôt d'utiliser des modèles déterministes qui répondent aux besoins et qui ont un niveau de température voilà, assez faible, mais qui donnent toujours la même réponse. Et donc dans ce cadre-là, nous, on a évidemment Slack qui s'est intégré extrêmement bien et d'ailleurs le CEO de Salesforce l'avait mentionné. Je pense qu'effectivement Slack, sans le vouloir, se trouve être le meilleur outil pour une intégration agentique réussie dans les entreprises. On a Teams aussi, donc on a une option complètement multicanal avec une entrée qui peut se faire via Slack, via Teams, par email. L'agent, on peut communiquer avec lui de plein de manières différentes. Mais Slack a des outils, disons, natifs et des systèmes de webhook, d'événementiel, etc., qui font que c'est effectivement extrêmement louable et intéressant d'utiliser cette solution, même dans, voilà, dans un enjeu de centralisation et de communication entre agents et humains qui peut être vraiment fluidifié avec Slack. Ici, vous retrouvez toutes les sources qui m'ont permis de faire du coup, cette présentation. Chacune des informations que je vous ai remontées ici sont du domaine public. Et il y a également des données qui viennent directement de Zadig et Voltaire, notamment sur la partie tickets, vues sur le site, etc. Et donc voilà, merci beaucoup. J'ai aussi partagé au niveau du QR code des skills. Alors, je les partage vraiment, pour le coup, c'est des skills que j'ai pu concevoir de manière totalement horizontale, parce qu'on a souvent tendance à faire des skills complètement verticales qui répondent à un besoin à un instant T. J'ai essayé ici de faire des skills qui sont le plus horizontales possible pour servir à n'importe quel projet et pas être uniquement, je dirais, dédié à quelque chose en particulier. Donc, nous, on les utilise aujourd'hui. Et l'avantage, c'est un peu un coup de chance, c'est que j'ai pu les développer à l'époque avec Fable, qui était encore disponible. Donc, je pourrais plus le faire aujourd'hui. Et voilà.